Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Ça y est, on peut enfin faire l'épisode sur les examens du semestre 6, du coup de la licence 3. Si vous débarquez sur ce podcast, je suis Jérôme, je me suis fixé le but de devenir psychologue du travail. Et du coup, je vous raconte tout ce qui se passe à l'IED, donc pour la licence. Là, on arrive à la fin de la licence. Tout ce qui se passe chaque semestre de la licence. Et après, je passerai sur le master, mais j'y reviendrai dans un futur épisode. En tout cas, voilà, je vous explique tout petit à petit, qu'est-ce qui se passe concrètement. Et là, je vais vous parler des examens du semestre 6, donc les tout derniers examens de la licence. À peu près combien de temps j'ai passé, les notes, etc. Vous saurez à peu près tout. Allez, j'essaie de vous expliquer tout ça. Je prends tous les cours dans l'ordre. Alors déjà, on a eu neuropsychologie cognitive et fonctionnelle. Alors ça, c'est un sacré cours où c'est du par cœur, hein. Du par cœur. Du coup, pour rappel, on a vu tout ce qui était anatomie du cerveau, un peu tous les lobes, occipital, frontal, etc. Les fonctions mnésiques, les fonctions exécutives, l'attention, tout ce qui est vigilance, attention sélective, attention divisée, les fonctions instrumentales, alors c'est tout ce qui est gnosie, euh, tout ce qui est langage, donc l'aphasie, les praxies, tout ce qui est apraxie idéatoire, idéomotrice, mélokinétique, voilà. Si vous faites une licence de psycho, vous verrez tous ces termes-là. Et enfin, on a vu tout ce qui était la cognition sociale. Le cours est assez bien fait. Moi, je trouve que c'est... Alors, des fois, il y a des petits trucs pas très clairs, mais globalement, c'est assez structuré. C'est en mode cours d'SVT, quoi. C'est un mode biologie, en mode faut apprendre par cœur. Il y a beaucoup de choses à savoir. Par exemple, je sais pas, sur les fonctions instrumentales, fallait savoir voilà, l'aphasie de Wernicke, où est-ce qu'elle est située, dans quelle aire, quel lobe, enfin bref, il faut vraiment savoir beaucoup de choses. Et il y a une bonne quantité, mais je trouve que c'est pas non plus enfin relativement ça va. Par contre, c'est vraiment du par cœur, c'est le truc où j'ai peut-être passé le plus de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Donc voilà, cours de biologie, si vous kiffez la biologie, vous kifferez ce cours, ce genre de cours qui est... Moi j'aime beaucoup, même si je suis pas du tout destiné à être neuropsychologue, mais bon, ça sert toujours c'est un peu les connaissances générales, hein, ça sert à ça la licence, d'avoir des connaissances un peu générales en psychologie. Voilà, cours que j'apprécie. L'examen, et écoutez, l'examen c'était comme d'habitude, c'était deux questions en mode, je reprends la question exacte, c'était présenter les différents types d'apraxie cités dans le cours. La présentation des atteintes cérébrales associées n'est pas attendue. Sympa. Développer votre réponse sur 10 points. Et la deuxième, c'était... Ah, pour le coup, c'était une espèce de petit cas. C'était Madame L3 a obtenu les résultats suivants au RLRI 16. Vous verrez ça. Interprétez ces résultats en développant votre réponse. Pas mal, parce que pour le coup, c'est un cours par cœur, mais là, il y avait une question un peu, on va dire, une étude de cas, si on veut. Et voilà, deux questions, 10 points, débrouillez-vous. Et pour faire court à cet examen, j'avais prévu d'avoir 13,5, j'avais estimé 13,5. J'ai eu 12, ce qui est quand même incroyable. J'ai eu plus que la moyenne, je suis extrêmement content pour cet examen. Je reviendrai à la toute fin sur comment se sont passés les examens, parce qu'ils sont passés en distanciel, mais j'y reviendrai après. Voilà, neuropsychologie. Ensuite, on a processus langagier. Alors là, c'est- comment vous expliquer ça facilement? C'est un cours. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a dans ce cours? Voilà, je reprends mes notes. Dans ce cours, il y a quatre parties. C'est quoi la sémantique lexicale? En gros, c'est l'étude du sens des mots. Je sais pas comment vous expliquer ça simplement, mais ouais, en gros, c'est comment fonctionnent les mots et le monde. Il y a des approches. Je sais pas comment vous expliquer ça facilement, vraiment. En gros, c'est toutes les relations entre les mots. Donc ensuite, il y a un chapitre, c'est compréhension d'un texte, comment on va comprendre un texte. Il y a un chapitre contexte de lecture, objectifs et décision. Pareil, comment la lecture a l'influence. J'allais dire comment la lecture influence la lecture, non, ça marche pas. Mais comment les contextes influencent la lecture. Comment aussi les objectifs de lecture vont influencer comment on va lire. Et un chapitre aussi sur la lecture numérique. Parce que la lecture numérique est différente d'une lecture sur un livre, par exemple. Il n'y a pas de disposition de marque visuelle. On peut faire du scroll sur la lecture numérique, ce qu'on ne peut pas faire sur un livre.
Enfin, il y a plein de choses comme ça s'appelle les mises en forme matérielle. Et bref, l'information est présentée différemment sur le numérique et ça influence évidemment la lecture. Et tout ça est le cours de processus langagier. Donc en gros, c'est comment on va... Globalement, c'est comment on comprend un texte. Le cours est archi long, archi mal structuré. Alors c'est assez drôle parce que dans le cours, on explique concrètement comment on va comprendre un texte, qu'est-ce qui va aider à comprendre un texte. Et le cours fait vraiment l'inverse de tout ça. C'est assez paradoxal parce que le cours vous explique ce qu'il faut faire, mais ne fait absolument pas. J'adore. Vraiment, et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, franchement. C'est pas clair, c'est... Il y a beaucoup de mots qui sont... Ça fait très universitaire, en fait. Et c'est pas mon délire, ça c'est un peu la psychologie cognitive, c'est pas trop mon truc. C'est pas inintéressant, hein, parce que, encore une fois, tous les cours que j'ai fait, il y a toujours un fond intéressant, mais celui-ci... Alors, si je devais en noter un que j'ai le moins aimé de toute la licence, c'est peut-être celui-ci. Où j'ai appris des trucs, mais en vrai, waouh, l'enfer. C'était pas très bien construit, quoi. Donc, l'examen, c'était 3 questions. Donc 6 points, 7 points, 7 points. Rappeler ce qu'est l'approche mot-monde de la signification et ses limites. Expliquer comment la cohérence d'un texte influence la compréhension chez le lecteur. Illustrer votre réponse à l'aide d'exemples. Quelle est l'importance des schémas narratifs et des scripts dans la compréhension et la mémorisation des récits. Voilà, et là, il faut sortir votre meilleur pipeau. C'est ce que j'ai fait, parce que là, franchement, fallait... ouais. J'ai réussi à reprendre des trucs du cours. J'avais quand même réussi au bout d'un moment à comprendre des trucs. Mais je trouve que j'ai sorti un sacré pipeau, je trouve. Apparemment, ça a plu parce que j'avais prévu d'avoir 11 et j'ai eu 14. Donc voilà, plutôt satisfait. Donc ça veut dire que j'ai peut-être compris des trucs quand même, hein. Qui sait. Et ouais, 14 sur 20. Ensuite, psychologie sociale appliquée au travail et aux organisations. Bah là, évidemment, vous en doutez, c'est mon petit chouchou. Mon cours, ouais, j'ai peut-être préféré de licence, peut-être, ouais. Du coup, c'était un cours sur... Il y avait tout ce qui est éléments de base des processus sociaux cognitifs, l'insertion professionnelle, intérêt et limites d'une psychologisation. Chapitre 3, c'est l'évaluation au travail entre passion et répulsion. Chapitre 4, risques psychosociaux, débat à propos d'un objet insaisissable. Évidemment, c'était mon chapitre préféré, bien sûr. Mais voilà, là, c'est le truc où je me sens à l'aise, où c'est facile, le cours était bien fait. Des fois, un peu des tournures de phrases un peu qui pourraient être simplifiées. Mais j'aime quand même l'écriture de ce prof qui est... Je sais pas, ça donne envie de lire, en fait, c'est bien structuré. Là, il y a 4 chapitres, c'est pas très très long à lire. Je sais pas, je trouve que globalement, à part une écriture parfois un peu, on pourrait dire pompeuse, et très très bien construit. Et en plus, ce professeur nous a proposé des visios tous les lundis, je crois que c'était pendant 4, 5 ou 6 fois, pour expliquer à peu près chaque chapitre. Ouais, il y a dû y avoir 4, 5, ouais, 6 fois peut-être. Et du coup, pendant 1 heure, voilà, on discutait entre étudiants et profs en mode, voilà, c'est quoi vos questions? Et ouais, j'ai bien aimé ces moments-là, ça, je pense que ça a permis de bien intégrer le cours. Et du coup, l'examen est très bien parce que c'est 3 situations. Et en gros, pour chaque réponse, il faut rappeler le sujet et la mise en évidence d'une problématique, ce qui va ressortir en fait du texte. Ensuite, donc on rappelle le sujet, on met en évidence la problématique. Ensuite, on évoque un ou plusieurs théories, issues bien sûr de la psychologie sociale. Et après, une partie... Alors, ouais, ça a été enlevé, ça, mais citation des références bibliographiques. En gros, il faut... quand vous allez parler de vos théories, il va falloir nommer l'acteur, pas l'acteur, l'auteur, pardon. Il va falloir nommer l'auteur de la théorie. Et puis voilà. Donc, moi j'aime bien parce que c'est très concret. On part vraiment d'une situation, on dit bah voilà, concrètement, vous avez vu tout ce qui était, je sais pas, justice organisationnelle. J'ai pas d'exemple, mais voilà, on a vu plein de choses en cours. Et du coup, on retrouve ça dans les situations. Donc voilà, donc examen, j'aime beaucoup. C'est un examen réfléchi, tout simplement. Il y a un peu de cours à savoir, évidemment, mais c'est pas du par cœur. Et en plus, en psychologie sociale, je trouve que ça va, les concepts sont pas hyper durs à comprendre non plus. Et l'examen, entre autres, n'était pas si difficile que ça. Et du coup, j'avais prévu d'avoir 15 et demi.
Et j'ai eu 18, donc je suis extrêmement satisfait de cette note. Je vais pas vous mentir, ça fait plaisir. Surtout dans ma matière préférée d'avoir 18. Parce que des 18, j'en collectionne pas des masses sur la licence. Mais là, très très content. Ensuite, on a sémiologie et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Alors là, qu'est-ce que ça raconte? Alors, on a vu beaucoup de choses. En gros, le TDAH, enfant et adolescent, bien sûr. Les troubles disruptifs, tout ce qui est TOP et TC, donc les troubles positionnels avec provocation et les troubles des conduites. Le trouble du contrôle sphinctérien, énurésie et encoprésie. Et les troubles anxieux et TOC. Et aussi, pardon, la dépression. En gros, ça reprenait, on a eu un examen au semestre 5 qui reprenait une partie de tout ça. Mais là, c'était un peu différent et il y avait d'autres nouveautés comme notamment le trouble du contrôle sphinctérien. Ça, on l'avait pas. En gros, c'est, énurésie, c'est pipi au lit, encoprésie, c'est grosse commission, impromptu. Mais en gros, ça reprenait comme des choses qu'on a déjà vues, donc déjà, j'ai pu me rebaser sur ce que j'avais déjà vu. Par contre, le cours, c'était un peu un puzzle, où, en gros, si j'ai bien compris, c'est une nouvelle prof qui a récupéré le cours, et en gros, elle nous a dit, enfin, elle a fait un truc très structuré. Elle nous a dit, voilà, chapitre 1, ça va être, je sais pas, j'ai pas sous les yeux, mais le TDAH, vous allez chercher des références dans ce texte-là, de cette page-là à cette page-là. C'était bien délimité, c'était bien rangé et tout, mais c'était quand même une espèce de puzzle parce qu'il y avait plein de documents différents. Alors que je pense que tout aurait pu être mis dans un seul document, et comme ça on n'aurait pas eu à chercher. Mais c'était structuré finalement, c'est ça qui est un peu marrant, parce que c'était structuré en étant déstructuré. Mais sinon le cours était... Ouais, c'est bien. Après, fallait surtout connaître les symptômes, parce qu'il y a toute une partie qui explique, par exemple, on a une partie introductive qui explique tout ce qui est, c'est quoi l'adolescence, pourquoi c'est un moment particulier dans la vie. Et par exemple, tout ça, en fait, on s'en fout un petit peu, parce que l'examen est basé sur les symptômes. Et d'ailleurs, du coup, l'examen. J'aime beaucoup ce type d'examen. C'est un petit peu ce qu'on a eu au semestre 5. C'est vraiment une, comment ils appellent ça, une vignette clinique. Donc il y a toute une histoire. Donc là, on a l'histoire de Damien. L'histoire de Damien qui nous aura bien marqué. Un petit garçon de 6 ans et demi, blablabla. Bla, 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 bla. Et en gros, vous avez tout ce sujet-là qui doit faire, je sais pas, ça doit faire 2 pages. Non, même pas, ça fait 1 page. Et dedans, va falloir relever les éléments sémiologiques, évidemment sous forme de liste organisée, pour avoir un regroupement syndromique. On discute, on justifie les arguments concernant le diagnostic différentiel. En gros, on émet les hypothèses et celles qu'on réfute, éventuellement, pourquoi on les réfute. On indique le diagnostic qui est à notre faveur, et aussi, à partir des éléments présents dans la vignette, repérer et expliciter des éléments étiologiques pouvant éclairer cette situation. On a les symptômes, petit 1. Petit 2, c'est on justifie nos arguments concernant le diagnostic différentiel. Petit 3, on indique le diagnostic qui a notre faveur. Petit 4, on argumente aussi avec ce qu'on a repéré autre que les symptômes, donc les éléments étiologiques. Ça peut être génétique, ça peut être familial, ça peut être tout ce qui entoure en fait les symptômes qui peuvent éclairer la situation. Comme je l'ai dit pour l'autre examen, j'aime beaucoup, et comme pour l'autre examen, j'ai pas une note de ouf, mais bon, j'ai quand même bien aimé, j'étais en mode Sherlock Holmes, mais le cas, je trouvais, était pas... En fait, dans ce qu'on a vu dans le cours, il y avait des exemples. Je trouve que les exemples étaient, ou c'est peut-être une impression, mais étaient plus marqués. Je me disais, ah oui, ça c'est TDAH, ça c'est, je sais pas, de la dépression, et c'était vraiment très marqué. Et apparemment là, je me suis trompé parce que j'ai eu... Alors j'avais prévu d'avoir 13,5, donc j'étais plutôt confiant. Et j'ai eu 9,5, d'ailleurs ma seule note en dessous de la moyenne, ici. Mais j'étais un petit peu étonné pour le coup. Alors j'ai dû me tromper sur le... Là, je sais qu'il y avait un mélange, on pouvait confondre, c'est là où le sujet était quand même bien fait, mais peut-être un peu trop, c'est qu'on pouvait confondre un peu avec un trouble de l'opposition, avec de la dépression, et je crois avec un autre truc, j'ai plus en tête. Et du coup, le sujet était un peu confondant. Alors, je dis pas qu'il faut faire des trucs ultra trop faciles, mais c'est vrai que là, je pensais être bien parti, mais apparemment, non. Tant pis, de toute façon, ça sera pas ma spécialité, mais j'ai bien aimé faire l'examen. Ensuite, toujours en examen, on a eu un cours qui s'appelle Santé, handicap et vieillissement, que j'aime beaucoup, parce que moi, je travaille beaucoup sur la notion de handicap dans mon boulot. Et en gros, là, on va avoir des chapitres comme le handicap et les espaces de déplacement.
En gros, c'est l'accessibilité. Un chapitre sur le vieillissement et l'habitat. Un chapitre sur l'éducation thérapeutique du patient et une conclusion. Et franchement, c'est un cours très simple à lire, très sympa. Moi, j'aime bien à lire, franchement. Il y a plein de petits concepts franchement, qu'on apprend, notamment la notion de handicap, qui a évolué en situation de handicap, l'intégration qui a évolué en notion d'inclusion. J'ai appris ce que c'était l'éducation thérapeutique du patient. Après, au niveau accessibilité, pareil, c'est un truc que je travaille beaucoup dans mon boulot. Bah là, c'était plus sur la logique de déplacement, la logique d'usage des lieux. On parle de l'accessibilité dans l'usage, pour l'usage. Enfin bref, tout ça. Et bah forcément, ça fait vachement écho à ce que je connais. Et après, il y a une partie un peu plus vieillissement, donc les personnes âgées, comment à fond. Et ouais, c'est très, je sais pas, c'est très humain comme cours en fait. Ça fait très, très humain. Et c'est plutôt de l'ergonomie hein, pour le coup. Parce qu'on aime bien, je sais pas, ils aiment bien l'IED ou à Paris 8, vu qu'il y a il y a un master d'ergonomie, je crois, en présentiel. Et ils aiment bien mettre de l'ergo partout. Et je suis pas du tout contre, hein, j'aime bien justement qu'il y en ait. Et à cet examen, c'était quoi cet examen? Cet examen, c'était. Ah, c'était un mix. Alors, c'est plutôt des questions. Il y a plusieurs petites questions. Par exemple, le mouvement des Disability Studies est un modèle qui pense le handicap fondé sur les sciences de la réadaptation, vrai ou faux. Donc voilà, bah là, vous savez pas. Il y a des questions un peu plus simples, hein. Et il y a des questions où il faut répondre vrai ou faux, ou autre chose, et justifier la réponse. Et si on ne justifie pas, ben, on a zéro. Il y a aussi des petites situations, un peu en mode vignette, mais beaucoup plus simple. Et en fait, cette situation sert à poser une question. Souvent, c'est des questions où il faut justifier ses réponses. Voilà, c'est une sorte de QCM où il faut justifier ses réponses. Ce qui, moi, j'aime beaucoup, franchement. Parce que là, ça fait un peu réfléchir. Je me suis beaucoup basé. Alors, ouais, j'avais fait toute une espèce de base de données des questions. Et ben, j'étais étonné parce qu'il y en a très très peu qui étaient les mêmes. Après, il y avait quand même des trucs qui revenaient, mais je me suis dit, ah, elle a pris un peu d'autres questions. Mais il y a des questions qui se répétaient quand même. Et globalement, j'avais les bonnes choses, je pense, en tête. Je dis ça aussi parce que j'ai une bonne note, puisque j'avais prévu d'avoir 15, et j'ai eu 15. Très bien estimé, pour une fois. 15-15, voilà. Donc ça, c'était tout ce qui était examen. Alors, avant de passer à la partie un peu devoir, comment ça s'est passé concrètement ces examens en distanciel? Parce que, rappelez-vous, les examens ont été décalés. Pourquoi? Parce que toute une histoire que je vous invite à écouter dans mon podcast, dans un épisode précédent. Et en gros, là, on nous a dit, bon, c'est soit vous venez en présentiel, soit vous venez en distanciel, choisissez. Moi, j'ai choisi le distanciel parce que clairement, ça m'arrangeait. Et alors là, je sais plus ce que j'ai expliqué la dernière fois, mais en gros, on a fait vraiment les examens en mode, vous avez votre PC, vous êtes filmé pendant que vous faites l'examen, mais finalement, c'est tout. Alors après, je sais pas comment ils vérifient concrètement derrière l'écran. Il n'y avait pas de partage d'écran, donc vous pouvez tricher sur l'écran. On faisait pas le tour de notre pièce, donc on pouvait tricher, je sais pas, en mettant des post-it sur les murs ou ce que vous voulez. Et surtout, on pouvait tricher genre, sur l'ordinateur, je sais pas, en utilisant ChatGPT, vos cours, tout ce que vous voulez. Et du coup, bah alors, encore une fois, moi, franchement, j'ai vraiment pas triché une seule seconde. Mais j'avais une petite peur, c'est si mon réseau internet se coupe, parce que j'ai un petit souci avec mon PC. Des fois, il me coupe, il me coupe. Je me dis, merde, comment je prouve que j'ai pas triché si je suis accusé de triche? Vous imaginez un peu cette situation un peu bizarre, genre, vous êtes accusé de triche, mais vous n'avez pas triché. Comment vous prouvez que vous n'avez pas triché? En plus, il y a une panne internet, je sais pas, enfin, on peut imaginer plein de trucs. Moi, ce que j'avais peur, c'est surtout que, voilà, pas forcément d'être accusé de triche, mais c'est plutôt, voilà, mon réseau se coupe, on me dit, bah, je sais pas, que ma note, elle est pas recevable parce que mon réseau, il s'est coupé trop longtemps, j'en sais rien. Et c'est ça que j'avais peur, parce que je voulais pas aller au rattrapage. Et sinon, concrètement, comment ça s'est passé? Bah, fallait se connecter sur Manage Exam. Alors, pareil, fallait faire, je sais pas, une semaine avant, fallait faire un test pour valider. Et je crois qu'il fallait le faire, ouais, plutôt à l'heure. Du coup, vous faites ce test. Et ensuite, vraiment le jour de l'examen, il faut arriver un petit peu en avance. Alors, c'était marqué arriver 30 minutes avant. Alors, je suis arrivé la première fois 30 minutes avant et j'ai compris qu'on pouvait arriver 5 minutes avant, que ça suffisait largement. Et je crois qu'on pouvait même arriver genre 4 secondes avant, c'était pas un problème, même après. Après, évidemment, le temps évidemment est compté, donc on fait pas les fous. Mais globalement, je suis arrivé ouais, 5 minutes avant à chaque fois. Il y a un petit décompte. Et en fait, au bout des 5 minutes, je sais pas si c'est. Merde, je sais même plus. J'ai l'impression que c'était une éternité. En gros, au moment où le compteur est fini, ça vous dit, bah voilà, présenter une pièce d'identité. Non, c'est ça, pardon. Quand vous arrivez 5 minutes avant,
vous pouvez faire le test de présenter votre pièce d'identité. Et voilà, pour prouver que c'est vous. Donc vous montrez à la caméra votre pièce d'identité. Et après, je crois qu'il y a un décompte, et quand c'est l'heure exacte de l'examen, genre 13 heures, bah là, c'est parti. Et alors là, c'est particulier parce que il y avait un lien pour aller sur Moodle pour récupérer le sujet d'examen. Et bien sûr, à la fin, pour redéposer l'examen, enfin ce que vous avez fait. Moi, j'ai eu zéro souci, vraiment, à l'heure pile, je rafraîchissais la page de Moodle, le sujet apparaissait, je le prenais, je faisais mon truc. Et à la fin, je remettais en... Alors, j'ai tout remis en Word d'ailleurs, parce que c'était pas marqué sur les sujets s'il fallait mettre en PDF, en Word, machin. Je me suis dit, j'espère que les profs vont pas nous casser les pieds sur ça. Mais j'ai tout mis en Word parce que je savais pas, c'était pas marqué. Je me suis dit, bon, vas-y, mets en Word, hein. Et surtout, il fallait pas rendre en retard. Alors, moi, j'ai rendu vraiment, j'ai fait exprès. Franchement, faites pas les fous, même si vous n'avez pas fini. Vaut mieux rendre, je pense, à l'heure. Parce que là, c'est marqué, si vous avez rendu en retard, c'est marqué précisément, vous avez rendu en retard de 10 secondes. Et on connaît un prof en particulier, c'était pas cette année, mais qui m'a refusé un devoir l'année dernière, parce que je l'avais rendu en retard. Et je crois que là, ça a été le cas pour certains examens où même si c'était rendu genre 10 secondes en retard, bah, pour un souci d'égalité, le prof dit bah non. Alors ça, j'imagine que ça dépend des profs. Si vous avez rendu 10 secondes en retard, je pense que ça devrait passer, mais faut contacter le prof, faut dire voilà, est-ce que c'est ok, machin. Il faut faire très attention à ce que vous rendez comme document. Ça m'est pas arrivé, mais ça arrivait à quelqu'un qui avait, en rendant son sujet, en rendant son devoir, et ben en fait, il a rendu le sujet. Et il a fait valider, et bah, il a rendu le sujet, donc je sais pas ce qui... Ouais. Et franchement, je rigole pas, parce que ça aurait pu m'arriver, mais j'ai fait très attention. À chaque fois, je mettais le document, je vérifie une fois, deux fois, je revérifie une fois, deux fois, je me dis, ok, je peux valider cette fois, c'est bon. Et j'attendais bien qu'il y ait le mail qui me dise, vous avez bien déposé votre sujet, tout ça. Donc voilà comment ça s'est passé. Globalement, j'ai pas eu de soucis. J'étais juste un poil, alors stressé, c'est un grand mot, mais dire merde, si j'ai une coupure internet, par contre, ça va être chiant. Parce que même si je peux rattraper avec une partage de connexion, bah, je savais pas ce qui se passait si on était déconnecté pendant un certain temps. On pouvait être peut-être accusé de triche. Enfin, vous avez un petit peu cette idée. C'est pas de la paranoïa, mais pas stressé. Mais par contre, les examens, moi, je trouve, sont très bien passés. Avantage, en fait, c'est un peu bizarre parce que je me voyais en retour de caméra. Moi, je l'ai laissé. En fait, vraiment, j'ai laissé la caméra, le petit écran où on se voit. Je l'ai laissé parce que je me suis dit, si j'ai une coupure d'internet, j'aurais aucun moyen de le voir. Et je me suis dit, si la caméra suit, au moins je verrai que j'ai une coupure d'internet. Bref, pour les prochains examens, enfin d'ailleurs ceux qui sont en cours, là, c'est au moment où j'enregistre en tout cas, les gens font les rattrapages, ce que je ne fais pas et je suis très content. Apparemment ça a changé, donc là il y a partage d'écran. Je sais pas s'il y a à faire le tour de sa pièce avec sa caméra pour montrer qu'il n'y a pas de truc bizarre. Évidemment vous êtes filmé, et voilà. Après j'ai pas trop suivi du coup parce que je ne fais pas les rattrapages. Mais voilà, c'est un peu plus poussé, je trouve que c'est mieux parce qu'au moins on peut être moins accusé de triche, je pense. Et c'est plutôt sympa, quoi. Voilà pour les examens, donc si j'ai bien compris, l'année prochaine, alors moi j'arrête l'IED, mais l'année prochaine, normalement, vous aurez soit le choix entre distanciel ou présentiel. Et j'imagine que ce sera toujours avec ces conditions de partage d'écran, d'être filmé, blablabla, quoi. Moi ça s'est bien passé, j'ai eu zéro souci, je suis très content. C'était plus, j'avais peur du bug informatique et surtout rendez bien l'heure, mais ça c'est comme dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, on va dire posez votre stylo. Par contre, ils sont, attention, parce que même en présentiel, ils sont très. Ils ont posé votre stylo, mais bon, vous arrivez toujours à gratter, alors que là, ça marquera, vous êtes en retard de 11 secondes, très précisément. Ça, c'était la partie examen. Ensuite, on a la partie devoir. Je vais essayer de présenter ça facilement. On a entretien et analyse des données verbales. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cours? C'est un cours un peu en mode psychologie que j'ai bien aimé. Ça représente un peu ce que c'est un entretien clinique, les différences entre entretien clinique, psychothérapie. Ça présente les temps forts d'un entretien clinique. Il y a, je sais pas, l'introduction, ouvrir l'entretien clinique, le corps de l'entretien, comment on clôture, les différentes stratégies, les types d'entretien aussi. Par exemple, entretien clinique à visée évaluative, approche cognitivo-comportementale, approche psychodynamique, approche systémique, approche humaniste, les entretiens de recherche. Pareil, ça c'est des choses que je commence à connaître, mais c'est vrai qu'en débarquant en licence, je nageais un peu dans ces concepts-là. Ça parle aussi des concepts relationnels, l'attitude thérapeutique, bref, tout ce genre de choses, la congruence, l'empathie, le regard positif inconditionnel.
Ça parle aussi des compétences verbales, la communication, les pièges classiques, les outils, les techniques, et comment on restitue aussi un entretien clinique. Donc j'aime beaucoup parce que c'est un vrai cours très pragmatique de si vous êtes, alors c'est plutôt psychologue clinicien, mais globalement ça sert un peu à tout le monde, hein, de ne pas être perdu face à un premier entretien. Et d'ailleurs le devoir est très intéressant. Je retrouve le sujet. Alors, devoir très particulier, déjà il faut être en binôme, il faut trouver un binôme, et je vous lis le truc. Chaque binôme organisera un jeu de rôle d'entretien psychologique d'une durée de 10 à 12 minutes maximum. Donc, on fait un entretien de 10 à 12 minutes. L'un des étudiants, il joue le rôle du psychologue, l'autre, celui du patient. Ça, c'est à choisir. Le patient, donc, il choisit pas au pif, hein, il va tirer au sort un motif de consultation. Par exemple, moi, c'était la consommation d'alcool excessive ou enfin, un truc comme ça. Et donc, ça, c'est la préparation. Et bien sûr, on doit se référer aux connaissances, compétences présentées dans l'enseignement, donc tout ce que je vous ai raconté avant, pour bien mener l'entretien. Comment on réalise l'entretien? Alors c'est via Zoom. Alors je crois qu'on pouvait le faire aussi en présentiel si on voulait, hein. En tout cas, nous on l'a fait par Zoom. Et après, on fait, donc il y a cet entretien de 10 à 12 minutes, et après on fait un débriefing. Dans le débriefing, il faut indiquer l'orientation théorique du psychologue, le motif de consultation. Et en gros, on prend 5 minutes à l'oral entre psychologue et patient. Et on doit donner la structuration de l'entretien, en fait, les points améliorés sur la structuration de l'entretien, le développement des compétences relationnelles, le respect des tâches, l'appropriation des techniques d'entretien, la gestion et l'analyse de la situation, la présentation de la symptomatologie, la participation à la co-construction de l'entretien par le patient. Alors, c'est pas un exercice facile, et alors ce qu'on n'avait pas compris, parce qu'on n'a pas eu l'information, pourtant la prof, elle a fait, je crois, une visio avant. En fait, nous, malheureusement, on avait déjà fait le devoir et la visio est intervenue trop tard. Et du coup, on n'a pas recommencé. Mais en gros, il fallait faire le devoir sans préparer vraiment. Alors, le patient peut se dire, ok, bon, on va dire que c'était ma consommation d'alcool qui était le motif de consultation. Ça se prépare. Regarder les symptômes, qu'est-ce qu'on peut présenter comme symptômes en tant que patient. Même en tant que patient, on prépare quelque chose. Je trouve que le rôle du psychologue est quand même plus compliqué, hein. Et psychologue, bah voilà, il faut apprendre un petit peu comment ça va se passer l'entretien, les questions à poser. Et en fait, en théorie, ça, faut pas le préparer. En tout cas, quand vous faites le devoir, en théorie, il faudrait pas savoir ce que le patient a. Vraiment comme si vous étiez un vrai psychologue. Alors. Et nous, on n'a pas fait comme ça parce qu'on n'avait pas eu la consigne avant de démarrer. Et du coup, on a tout préparé, on a tout scripté. Ce qui n'était pas demandé, hein, justement, on ne savait pas. On l'a su qu'après. Mais en gros, il fallait pas scripter. Et nous, on a vraiment tout scripté. Donc vraiment le rôle, le patient, enfin tout. On a vraiment tout scripté. Et franchement, on a trop bien préparé le truc. Ça nous a pas pris trop de temps, mais c'était bien. Et en fait, pour préparer même le temps, le 10 à 12 minutes, extrêmement vite. Voilà, donc en gros, normalement, il faut pas l'écrire avant. En fait, elle nous a dit, la prof, après, c'est pas un jeu d'acteur, en fait. Vous avez pas un texte à réciter. C'est en mode, voilà, le but, c'est même si vous faites des erreurs, c'est de mener un vrai entretien. Et après, de le débriefer. Donc voilà, je sais pas si les consignes évolueront pour l'année prochaine. Et en tout cas, évitez de l'écrire comme on l'a fait. Alors, ça nous a bien arrangé, hein, je vais pas vous mentir. Mais en gros, faut pas faire comme ça. Je trouve ça hyper difficile du coup comme devoir. Mais voilà, en tout cas, c'est un vrai devoir. On fait un vrai truc de psychologue. C'est pragmatique, en plus on est en binôme, ça change. Et j'étais une personne très sympa, donc on a bien travaillé ensemble, c'était grave cool. Et je crois qu'on a enregistré une fois. On a peut-être enregistré deux fois. Et le débriefing peut-être une fois ou deux, je sais plus non plus. Bref, ça s'est passé plutôt bien. Et en même temps, on l'avait écrit, donc c'était quand même plus simple. Ouais, c'est un exercice qui est pas si simple. Bref, ce fameux devoir, j'avais prévu. Alors, on ne savait pas trop. J'avais prévu d'avoir 11. Et en fait, on a eu 14,25, je crois. Ouais, c'est ça, 14,25. Du coup, ouais, j'étais un peu. En fait, je me suis demandé si elle allait un peu nous éclater parce qu'on était un peu. Évidemment, on l'a bien fait le mode acteur en mode. Ça se voyait pas qu'on le lisait, mais je me suis dit merde, peut-être qu'elle va nous dire justement qu'il fallait pas le faire, bref. Et on a eu 14,3, donc c'est pas mal. Et en gros, les notes, c'est sur la mobilisation des connaissances théoriques, la conduite de l'entretien, la présentation de la symptomatologie, une note sur le débriefing et le respect des consignes. Voilà, 14,25, franchement, pour ce qu'on a fait, c'est très bien payé. Ensuite,
Ensuite, on a les projets tutorés. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est un sacré morceau. Alors, je vais commencer par le projet tutoré de clinique. Moi, c'était santé et handicap. Et en gros, il faut faire un devoir, enfin un devoir. Santé et handicap, c'est un truc sur 5 pages. Ouais, il faut qu'il y ait 5 pages de contenu. Donc c'est relativement court, hein. Mais en même temps, c'est bien parce que ça permet de ne pas faire un truc énormissime. Donc en gros, le projet tutoré, c'est vous ne faites pas la réalisation du projet, mais il va falloir trouver une hypothèse, une problématique, tout ça. Moi, c'était impact d'un programme de gestion du temps sur la qualité de vie au travail de l'adulte TDAH. Alors comment on arrive à ce sujet-là? Bah, il y a toute une revue de la littérature pour regarder qu'est-ce qui existe. Alors là, il fallait en plus des sources récentes, entre 2020 et 2025. Donc c'est relativement récent, hein. Et en gros, j'ai eu du mal à trouver un sujet, j'ai cherché assez longtemps. Parce qu'au début, je n'étais pas du tout parti là-dessus. Puis je me suis dit, ah, TDAH, j'aime bien le sujet. Puis je me suis dit, ah, TDAH au travail, c'est vrai que c'est pas très très abordé, il n'y a pas grand-chose. Après, je me suis dit, de quoi je peux parler? Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui pourrait améliorer la qualité de vie au travail? Peut-être un programme de gestion du temps, ou peut-être pas d'ailleurs. Et du coup, c'était ça, la revue de littérature, c'est un moment assez long que moi j'aime pas du tout. Et c'est là où je me dis que je suis pas du tout fait pour être chercheur. Parce que là, en fait, vous cherchez un truc, vous savez pas ce que vous cherchez, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu déroutant. Et en fait, il faut trouver un truc où il n'y a pas encore, où vous êtes, où le but c'est d'améliorer ce qui existe déjà dans la littérature. En même temps, vous pouvez pas partir d'un truc qui n'existe pas du tout, parce que sinon vous n'aurez pas du tout de littérature. Vous voyez un peu cet entre-deux, un peu de merde. On pourrait faire un sujet totalement innovant, machin, où il y a pas de littérature, bah vous allez pouvoir vous appuyer sur rien du coup. Le but des projets tutorés, de manière générale de la recherche, c'est d'augmenter ce qui existe déjà. En fait, on part rarement sur un sujet totalement innovateur. Enfin, en tout cas, pas au sens où je l'entends. Mais le but, c'est voilà, d'apporter votre petite pierre à l'édifice, en fait, en tant que chercheur. C'est pas fait pour moi, je ne ferai pas de doctorat. Mais en tout cas, voilà, il y a eu la recette revue de littérature. Ensuite, il fallait faire les hypothèses de travail et les questions spécifiques. Donc là, par exemple, l'hypothèse... je vous donne mon hypothèse principale. La participation à un programme de gestion du temps hebdomadaire sur une période de 6 mois améliore la qualité de vie au travail et le sentiment d'efficacité personnelle chez l'adulte TDAH. Ça, c'est l'hypothèse principale. Après, les hypothèses opérationnelles. Le programme de gestion du temps améliore significativement le bien-être global au travail de l'adulte TDAH. Le programme de gestion du temps améliore significativement l'équilibre travail-vie personnelle de l'adulte, diminue significativement le niveau de stress de l'adulte, améliore significativement le sentiment d'efficacité personnelle. Et de ces hypothèses-là, elles viennent pas de nulle part non plus, il faut trouver comment les mesurer. Et en fait, j'ai trouvé d'abord des instruments de mesure. En fait, j'ai fait un peu à l'envers. J'ai cherché les instruments de mesure. Je me suis dit, tiens, ok, on peut évaluer le bien-être général au travail, le niveau d'équilibre travail-vie personnelle et le stress. Et on peut aussi évaluer, j'ai une échelle sur le sentiment d'efficacité personnelle. Je me suis dit, ok, bah, ça va être mes hypothèses opérationnelles, je suis capable de les mesurer, parce que vous pourriez mettre n'importe quoi, mais il faudrait créer une échelle. Enfin bref, il faut se baser sur ce qui existe. En fait, il y a des échelles qui existent, autant s'en servir. Alors des fois, la sensation d'être un peu bloqué, parce que ces échelles, d'ailleurs, normalement, il faut les trouver en français, qui sont validées en français. C'est pas que traduit, hein, c'est validé en français. Bref, c'est assez compliqué. Et sinon, on a une partie bibliographie argumentée. Je sais plus trop la différence avec la revue, mais en gros, c'est voilà, il fallait prendre 5 références et expliquer voilà, à quoi ça sert dans votre propos. Ça fait 5 pages, bien sûr. Il faut une liste des références. Et tout ça pour avoir. Alors, j'avais prévu d'avoir combien? J'avais prévu d'avoir 14, quand même. Ouais, je m'étais dit que j'étais bien parti. Et j'ai eu 12, donc pour le temps passé, je me dis 12, c'est pas hyper cher payé, mais bon, c'est la première fois que je faisais ce genre de devoir. J'avoue que j'étais un peu perdu, ça m'a pris beaucoup de temps. Et en même temps, 12, c'est pas non plus dégueulasse, donc voilà. Puis bon, c'est santé, c'est pas mon option préférée, donc bon. Bref. Projet tutoré, stress, souffrance et bien-être au travail. Là, c'est autre chose. Là, on va je trouve, beaucoup plus loin. Ça m'a pris plus de temps. Alors, ça m'a intéressé plus, et en même temps, ça m'a pris plus de temps. Et moi, mon sujet, c'était stress et anxiété chez les slasheurs,
le rôle médiateur du sens au travail. Et donc là, on fait un projet, d'ailleurs, un pré-projet. En gros, j'ai rappelé c'était quoi l'objectif de la recherche, les principaux arguments théoriques, la problématique, les hypothèses. C'est quoi mes variables indépendantes et variables dépendantes, et la méthodologie envisagée. Et aussi comment je vais analyser. Tout ça, alors là je vous parle de plein de trucs, mais c'est un truc sur 2-3 pages. Ça, c'est le pré-projet qui est envoyé au prof, qui va vous répondre, alors qu'il met parfois un certain temps à répondre. Mais moi, m'a aidé. Globalement, il m'a dit que c'était bien, il m'a donné d'autres conseils. Mais du coup, vous envoyez ça au prof, qui va vous dire oui, non, est-ce que vous pouvez vraiment partir sur ce sujet-là? Moi, ça va, j'ai pas eu de soucis. Mais le problème, c'est que les profs sont très loin à répondre. Je comprends, ils ont une dose de travail de ouf. Mais du coup, ils sont loin à répondre. Du coup, des fois, bah, moi, j'avais déjà commencé le devoir, hein, clairement. Je me suis dit, bon, je pense pas qu'ils me refusaient totalement le sujet. Mais voilà, ça, c'est le pré-projet où vous expliquez un petit peu tout ce qui se passe. Et tout ce que je vous ai dit là, bah, après, il faut le développer, en fait, dans le vrai projet. Et dans ce vrai projet, alors là, la revue de littérature, elle est beaucoup plus longue. Ah, je sais plus combien ça fait, c'est au moins 7 ou 9 pages, je pense, c'est énorme. En fait, en tout, là, le projet tutoré santé handicap, il faisait, je sais pas, en tout, il devait faire 7 pages peut-être, 5 pages de vrai contenu. Et là, on est plus sur un truc d'une vingtaine de pages, quoi. Du coup, plus long. Revue de littérature, j'ai dû redéfinir bah, le stress, l'anxiété, le sens au travail, les slashers, qu'est-ce que c'est. Après, on reparle bien sûr la problématique, les hypothèses théoriques, opérationnelles, les variables. La méthodologie, ça va être bah, la population étudiée, ça va être quoi le matériel de mesure, ça va être quoi les échelles que vous utilisez. Moi, j'ai évalué le stress, l'anxiété, le sens au travail. Encore une fois, j'ai évalué ces trois-là parce que j'ai trouvé des échelles qui étaient adaptées, qui étaient traduites, qui étaient valides en français. Et l'analyse statistique, c'est comment... Alors là, je me suis beaucoup basé sur les devoirs des anciennes personnes parce que j'avoue que je savais pas trop l'analyse statistique. Et du coup, je me suis aidé aussi de ChatGPT pour ça. Analyse statistique, donc c'est comment j'allais faire pour mesurer. Et ouais, c'est le truc où j'étais le moins... C'est marrant parce que les stats, c'est un des trucs que je préfère, mais là, je sais pas du tout encore comment faire. Enfin, en tout cas, là, je sais pas trop le rédiger. Mais ouais, un petit coup de chat GPT pour... Alors, j'ai fait une première truc et je lui ai redit, voilà, comment t'analyserais cette situation, blablabla. Et chat GPT m'a aussi servi pour la revue de littérature. Parce que ça, c'est long et fastidieux à faire et au début, je savais pas du tout comment faire. C'est là où il faut se méfier parce que... Alors, j'ai pas fait juste un copier-coller, hein. Évidemment, j'ai vérifié, j'ai fait plein de trucs, mais si j'avais à refaire ce devoir, je le ferais pas comme ça. Je le ferais vraiment en mode donne-moi des sources et moi, je vais chercher de l'info et pas juste qu'est-ce que tu me dirais sur l'anxiété. Enfin, je trouve que je l'ai mal utilisé. En plus, après, dans le logiciel de plagiat, c'est vrai qu'il détecte quand même pas mal l'IA. Donc, j'ai utilisé que sur une partie du devoir, mais qui faisait quand même un certain nombre de pages. J'ai plus passé de temps à reformuler pour me dire, ok, il faut pas qu'il détecte que ce soit de l'IA, ça serait dommage. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu je pense que j'ai perdu du temps finalement. Ça m'en a quand même fait gagner sur la revue. Et en même temps, voilà, je l'aurais pas utilisé de cette manière-là. J'aurais fait en mode, vas-y, donne-moi des sources. Et moi, je vais voir dedans et c'est moi qui fais ma propre analyse. Garder son esprit critique, hein, c'est un peu le but quand on est scientifique. Et j'avoue qu'il y avait un peu la facilité qui coulait à ma porte parce que c'est quand même assez long à faire ce genre de devoir. Mais c'est mieux de lui proposer un truc, lui dire bah vas-y, moi j'ai proposé ça complète ou dis-moi ce que t'en penses. Voilà. Par contre, pour faire sa bibliographie, très très bien, très très bon outil. Vous lui dites j'ai toutes ces références là, copier-coller, fais-moi une bibliographie en Normapa. Je trouve que ça marche plutôt bien. Bah, c'est pas parfait, mais ça marche plutôt bien. Parce que ça, c'est une galère à faire, je trouve. Ça me manque pas de faire les Normapa là. Pouh là là, ça me manque pas du tout. Donc voilà un petit peu ce projet. D'ailleurs, alors, en note, j'avais prévu d'avoir 13. J'ai eu 14. Donc plutôt content. Je suis franchement assez content de mon boulot. 14, ouais, ouais, je trouve pour un premier projet tutoré, c'est pas mal. Voilà, c'est cohérent. Et pour terminer, désolé, c'est un peu long, mais il y a beaucoup de matière, beaucoup de choses à dire. On avait la fameuse matière valoriser. Non, j'ai plus. Valoriser sa formation de licence et préparer les transitions. Alors là, c'est la fameuse matière un peu. Moi que j'aime bien, qui est un peu la bulle d'oxygène, qui prend pas tant de temps que ça à faire. Et en gros, il fallait parler d'une expérience marquante. Par exemple, moi j'ai parlé, je pense comme beaucoup de monde, de ma mission de stage.
fallait résumer ça en, je sais plus, 7 lignes. Donc après, il y avait la malle au trésor, donc là en, je sais pas, une dizaine de lignes. Il fallait dire ce que ça... C'est quoi votre malle au trésor de compétences? Alors moi, mon ancien métier d'ingénieur, bah, il m'a amené à réaliser des missions, il faut établir un état des lieux, évaluer la situation, rédiger un plan d'action. Voilà, ça c'est des choses que je peux me servir dans mon futur métier de psychologue. Voilà, c'était un peu, voilà, c'est quoi ma malle au trésor. Et enfin, il y avait un truc assez drôle, c'était fallait faire un schéma et l'expliquer. Et c'est un peu moi face à la rivière inattendue. En gros, il y a une rivière qui représente un obstacle. Vous êtes en... Désolé, j'ai pas le sujet exact sous les yeux. Mais en gros, vous êtes... vous suivez votre aventure. Vous imaginez que vous êtes sur une carte un peu au trésor. Vous suivez votre aventure. Et là, en fait, au plein milieu, il y a une rivière. Vous arrivez et il y a une rivière qui n'est pas marquée sur la carte. Qu'est-ce que vous faites? Et en gros, voilà, fallait dessiner un peu cette rivière. Bah moi, la rivière, ça représentait mon refus de mon master. Ou un manque d'argent, dans mon cas. Et du coup, c'était un peu, c'est quoi les solutions alternatives? Et du coup, il fallait dessiner ça. Et bah, je peux pas vous montrer parce qu'on est sur un podcast, mais je suis assez content de mon petit dessin. Autant les fois d'avant, j'avais tout fait en mode PowerPoint. Là, j'ai vraiment fait un vrai dessin avec mes grands talents de dessinateur, de stickman. Et voilà, en gros, fallait donc la rivière, ça représentait pour moi le refus de mon master. Et de se dire, bah voilà, ok, s'il y a cette rivière, qu'est-ce que je fais pour enrichir ma malle au trésor? Et, euh, et voilà, un petit peu l'idée. Donc moi, si vous voulez, mon chemin alternatif, c'était de me reposer, en parallèle de faire des bilans de compétences pour gagner en expérience sur ça et gagner de l'argent aussi, et pouvoir valoriser ça dans le fait de devenir psychologue du travail. Et voilà, et d'attendre une année pour repostuler à mon master. Voilà, je vous le fais en gros, mais c'est ça. Donc là, voilà, petite voire sympa. Ça va pas vous prendre très très longtemps à faire, mais ça fait réfléchir. J'aime bien parce qu'évidemment, je suis consultant en transition professionnelle, donc j'aime bien ce genre d'exercice. Sympa pour clôturer. Mais là, si vous voulez, tous les examens, plus les 2 projets tutorés, plus ça, plus la dernière note qui est le rapport de stage, bah ça fait beaucoup à la fois. Et d'ailleurs, alors je vous parle pas du rapport de stage parce que je vous l'ai expliqué dans l'épisode d'avant, tout ce qui était stage. Mais effectivement, le rapport de stage comptait dans ce semestre-là. Et du coup, juste pour rappel de la note. Alors, pardon, oui, tremplin réussite en master, j'avais prévu d'avoir 15, j'ai eu 18, donc voilà, très très content. Ça rehausse aussi la moyenne. Prenez cette note en mode. Ça rehausse la moyenne, prenez-le. Et sinon, le stage en psychologie, j'avais prévu d'avoir 14, j'ai eu 14. Et ce qui fait une moyenne. Alors, la moyenne, ça se calcule en. C'est la moyenne de chaque UE. Et du coup, ça fait 15, 14, 14,15 apparemment. Très content parce que ça veut dire que sur toute ma licence, j'ai au moins 14 de moyenne si on fait la moyenne de chaque année. Si on fait la moyenne générale de la licence, j'ai 14, donc je suis très très content. Et du coup, je me suis dit, bah, non, tu vas pas au rattrapage, frérot, enfin, ça sert vraiment à rien. Alors, déjà, t'es admis à ton master et tu vas y aller, donc normalement, il n'y a pas de souci. Mais le seul cas où j'allais au rattrapage, c'est une note qui avait foiré, je sais pas, un Word qui était corrompu, une coupure d'internet pendant les examens. Du coup, c'est pas arrivé. Et quand j'ai eu toutes mes notes, j'étais là, ok, bah, je vais pas au rattrapage. Et ils ont mis très longtemps à nous donner les notes, enfin, très longtemps. On l'a fait, je sais plus, fin mai, les examens, et on les a eu vraiment au dernier carrage. Genre, ils avaient max le 29 juin, et je crois il y en a beaucoup qui ont rendu le 29 juin vraiment pile poil. Et voilà. Et en termes de. Alors, encore une fois, je ne fais pas les rattrapages, mais c'est un peu bizarre parce que ils nous ont envoyé un document nous disant la renonciation, elle est ouverte du 27 juin au 30 juin. Donc la renonciation. Et en même temps, si vous n'avez pas fini si les notes ne sont pas rendues avant le 29 juin, bah, vous êtes un peu en mode bah, je sais pas si je le fais ou pas. Et surtout, le plus important, c'est que les examens ils étaient à partir du 7. Ouais, ça doit être à partir du 7 juillet. Et du coup, entre le 29 juin et le 7 juillet, je sais pas si c'est très. Je sais pas si c'est suffisant toute cette histoire. Bref. Et pour terminer, si. Alors, pour s'inscrire en master, il faut plein de choses, notamment. Enfin, il faut plein de choses. Il faut des documents, et notamment un document qui est l'attestation de. Voilà, vous avez réussi votre, votre licence. Vous êtes voilà, diplômé de votre licence. Et du coup, il y avait un jury de session 1 qui était début juillet, là, ça devait être le 4 juillet. Et alors, moi j'ai toutes mes notes. Toutes mes notes. Donc sur les 10 matières, j'avais 9 notes. Et le fameux rapport de stage
que j'ai forcément dû passer en session 2 parce que mon stage se finissait plus tard. Du coup, j'ai forcément rendu en session 2. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, tente la demande exceptionnelle au jury. J'ai fait un document, en fait, on avait une journée. Le 1er juillet, il nous disait, voilà, vous pouvez déposer un document en faisant une demande exceptionnelle au jury. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais je me suis dit, bah, ça a l'air d'être exceptionnel. Du coup, je leur ai dit, en gros, bah, est-ce que vous pouvez prendre ma note de session 2, là, mon 14 en rapport de stage, et le mettre en session 1? Ou alors, enfin, je sais pas comment faire, mais donnez-moi une attestation. Et bah, j'en ai pas eu. Du coup, ils ont dû voir, ils ont fait, ouais, non, ça, c'est pas possible. Du coup, le problème qui n'en est pas un vraiment, c'est que, euh, du coup, au jury 1, bah, c'est marqué que je suis ajourné, parce que je suis pas, il me manque une note. Et le jury de session 2, il est fin août. C'est ça qui est chiant, en fait. Parce que là, je pourrais finir de m'inscrire, que je sois bien dans le système pour leur rentrer en master et tout. Et ce que j'espère, c'est qu'il y ait le jury de session 2 qui nous fait vite fait le papier, quoi, en mode, bah, vas-y, donnez-nous le paplard, quoi. Après, moi, j'ai jusqu'au 30 septembre pour m'inscrire. Et j'ai appelé ma future fac, ils m'ont dit, si jamais vous n'avez pas le papier, vous nous le dites et voilà, on verra à ce moment-là. Mais bon, je pense que ça posera pas de problème. Mais quand même, il y a ce petit un peu stress de merde, ça fait un peu chier, quoi. Et voilà, tout ce que j'ai à vous dire sur ces examens, c'était très très long en fait. Désolé en fait, j'avais beaucoup de choses à dire. Chaque fois, je me dis, ah, je vise une demi-heure, puis bah, en fait, non. En même temps, il y a 10 matières à vous expliquer, donc c'est peut-être un peu long. Dites-moi si le format vous plaît pas, est-ce que vous voulez plus court, dites-moi, je ferai peut-être différemment pour mes prochains podcasts sur les notes. C'est vrai que c'est un poil long. Et si, deux coups, dernière chose à vous dire quand même, c'est que j'ai passé quand même sur ce semestre. Alors, les examens ont été décalés d'un mois, ce qui a augmenté un peu le temps, mais qui est bien. Mais en gros, j'ai passé 270 heures sur ce semestre. Et en fait, à partir de le fameux mois là où on savait pas si on allait voir les examens, machin, bah, j'ai continué, mais en mode un peu plus lent. Ouais, j'y passais quand même 8-9 heures par semaine, 10 heures d'ailleurs. Mais j'étais en mode lent, mais je continuais. J'ai pas attendu d'avoir les dates, parce qu'il y a des gens, ils étaient en mode stressé, je comprends, hein, qui étaient stressés de la situation, ils disaient, ah, j'arrive pas à avancer, je suis bloqué un peu mentalement. Moi, je me suis dit, ok, tu mets ça de côté, évidemment, c'est chiant de pas savoir, mais continue de faire ta petite demi-heure par jour de psycho, voilà. On continue comme ça, tranquillement. Et souvent, j'ai réussi à tenir le rythme, et je me suis dit, avantage, on a un mois, enfin, on savait pas exactement à l'époque, mais on avait un mois de plus, je me suis dit, bah, ça me permettra peut-être de pas aller au rattrapage, parce que si j'étais allé fin avril, peut-être que il y a des notes qui auraient pas été incroyables. Voilà, donc finalement, ça m'a permis comme d'avoir une bonne note. Et pour comparaison, le semestre 5, j'ai passé 213 heures, et le semestre 6, 270 heures, donc ouais, donc pas mal, hein. Donc c'est-à-dire que l'année, j'ai passé à peu près 480 heures, plus la préparation 36 heures, donc on est à peu près à plus de 500 heures pour cette année. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, franchement. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère bien sûr qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je change un peu le mode de présentation des matières. C'est peut-être un peu long, peut-être raccourcir, je sais pas trop. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode et vous dis à bientôt.